Bonjour et bienvenue chers auditeurs et chères auditrices. Nous sommes le samedi 16 mai 2026 et j'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'ai travaillé toute la journée ainsi qu'une grande partie de la nuit de vendredi à samedi sur Chaotic Eclipse qui rouvre le CLD FLT.6 et relance la question de la durabilité des patchs Microsoft. Alors cet épisode, il n'y aura pas d'actualité cyber, je le ferai demain dimanche. Parce que là, ça va être assez long et je vais rentrer un peu dans le détail. L'analyse en valait la peine. C'est assez surprenant ce qu'on apprend. Cette 5e divulgation publique non coordonnée en 6 semaines, avec un POC visant le Windows Cloud File Mini Filter Driver, est une allégation extraordinaire. Le patch de la CVE 2020 17103 ne serait pas présent sur Windows 11 et Windows Server 2025, entièrement patché. Alors c'est une lecture prudente d'un signal qui mérite une vérification, mais qui s'inscrit dans une structure assez cohérente. Le 15 mai 2026, 3 jours après la divulgation publique de Yellowkey et Green Plasma, le chercheur opérant sous les pseudonymes Chaotic Eclipse et Nightmare Eclipse a publié un nouveau POC baptisé Mini Plasma, et la cible, c'est le fichier CLD FLT.6, le driver du Windows Cloud File Mini Filter. Et l'allégation, elle est simple. Un shell system obtenu sur Windows 11 et Windows Server 2025 entièrement patché via une vulnérabilité dont le patch est la CVE 2020 17103 publiée en décembre 2020. Et d'après le chercheur, tout simplement il est absent. Aucune CVE n'a été attribuée à ce jour, aucun correctif n'est disponible. Par contre, le code d'exploitation, il circule publiquement sur son GitHub. Alors ce vendredi 15 mai, hier, un message PGP signé et publié sur le blog de Dead Eclipse 666 est relayé sur les réseaux par le chercheur opérant sous les pseudonymes Chaotic Eclipse au niveau des publications, et sur son GitHub, c'est Nightmare Eclipse. C'est assez impressionnant parce que je l'ai vu hier et je vous cache pas, j'y ai passé pratiquement toute la nuit. Le message, il annonçait la mise à disposition d'un nouveau POC baptisé Mini Plasma sur son dépôt github.com Nightmare Eclipse Mini Plasma. La signature PGP correspondait à la clé utilisée pour les publications précédentes, en particulier celle couvrant Yellowkey et Green Plasma le 12 mai. Et le ton du message, il était inhabituellement laconique pour ce chercheur, il aime bien se faire un peu de mousse, mais là c'était vraiment très laconique. La phrase d'ouverture, c'est « This one is accidental, I didn't even think, CLDF.6 had that vulnerability ». Ça suggère une découverte fortuite, c'est ça qu'on constate dans la trace son anglais. Mais plutôt que le résultat d'une recherche dirigée, la phrase qui suit Turns out CVE 2020 17103, patch is not just present at all, avec un point d'interrogation. Et ça présente une allégation centrale sous une forme de surprise plutôt que d'affirmation. Le test rapporté précise que le POC a été exécuté avec succès sur Windows 11 et Windows Server 2025, entièrement à jour, et ça a obtenu quand même l'obtention d'un shell system. Aucun élément technique supplémentaire ne figure dans le message, aucune CVE n'a été attribuée, aucun correctif n'est en cours de publication par le MSRC, le fameux Microsoft Security Response Center, à la date de rédaction. Il y a la différence de la divulgation de Yellowkey, où le mécanisme Bit Transactional NTFS dans le Windows Recovery Environment avait été décrit suffisamment précisément pour permettre une reproduction indépendante en moins de 24 heures par plusieurs chercheurs. Mini Plasma est livré comme un binaire à exécuter sans aucune explication détaillée du chemin d'exploitation. Et c'est là qu'on rentre dans la précaution méthodologique. Parce qu'au moment de la rédaction de cet épisode, ainsi que sur l'article que j'ai fait, Mini Plasma n'a pas encore été reproduit indépendamment par des chercheurs qui avaient confirmé Yellowkey en 24 heures. On avait quand même du beau monde, il y avait Will Dorman, Kevin Beaumont, Kev the Hermit, Jagotu. L'analyse qui suit s'appuie sur le contexte technique du driver CLD FLT.6 et l'historique des vulnérabilités antérieures et la cohérence avec la séquence de divulgation de cette personne, Chaotic Eclipse, et les éléments présentés au conditionnel l'auraient jusqu'à confirmation binaire et reverse engineering du POC. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui matchent et c'est pour ça que je me suis permis de faire cette émission. Le deuxième point que je voulais voir pour évaluer la portée de Mini Plasma, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le CLD FLT.6. C'est un petit fichier bien innocent, mais en vérité, c'est le Windows Cloud File Mini Filter Driver qui est un driver noyau Windows qui implémente le mécanisme des fichiers Cloud on Demand, principalement utilisé par OneDrive et SharePoint, mais aussi par d'autres fournisseurs de stockage cloud intégrés au système. Sa fonction principale est la gestion des placeholders,
des entrées de systèmes de fichiers qui se comportent comme des fichiers locaux, mais dont le contenu n'est hydraté. Alors hydraté, c'est une mauvaise traduction. Je dirais n'est entre guillemets utilisé qu'à la demande, la partie d'une source distante. Le driver est chargé par défaut sur l'ensemble des installations Windows modernes, indépendamment de la présence de OneDrive ou de tout client cloud. Son périmètre d'attaque est donc maximal sur le parc des machines Windows. Et l'historique des vulnérabilités du driver est instructif. On a 4 CVE majeurs qui ont été corrigés sur ce composant en 18 mois, avec une cadence qui s'accélère. Le premier, c'est en décembre 2020. On a 4 CVE, CVE 2020 17103, 17134, 17136 et 17139. Ça a été publié par James Forshaw du Project Zero de chez Google. En mars 2024, on a la découverte d'une race condition par Exodus Intelligence. C'est un bypass talk-to du patch de la CVE 2020 17136 qui a été fait en décembre 2020. En octobre 2025, on a la CVE 2025 55680 qui est un patch effectif du bypass découvert en 2024. Vous voyez, on est en train de corriger, on court après l'Arlésienne. En décembre 2025, c'est la CVE 2025 62221, c'est un Use After Free Zero Day exploité in the wild. Et le 15 mai, on a Mini Plasma qui arrive, qui est présumé lié à la CVE 2020 17103, donc on remonte à décembre 2020. Par contre, il n'y a aucune CVE attribuée et il y a juste un POC public. Mais la trajectoire, elle est assez cohérente. Il faut savoir que c'est un sous-système architecturalement complexe, il intercepte les opérations du système de fichiers, manipule des repulse points, gère des transactions entre contexte utilisateur et noyau et expose des IOCTL exotiques. Typiquement, on a le 0x903BC sur le HSMP OP Create Placeholder. Les chercheurs qui s'y intéressent y trouvent régulièrement des défauts logiques. La CVE 2025 55680 a démontré qu'un ancien patch qui devait faire la CVE fameuse 2020 17136 avait pu être contourné par une rest condition 5 ans plus tard. La CVE 2025 62221 a été exploitée in the wild avant même d'être publiée, et Mini Plasma, si elle se confirme, serait la 4e épisode de cette série continue. Alors il faut bien se rendre compte, quand on le met dans le contexte original, il ne faut jamais sortir du contexte, il faut être hyper factuel. La CVE 2020 17103, elle a été corrigée par Microsoft en décembre 2020, dans le cadre du patch Tuesday du mois de décembre. Elle faisait partie d'une série de 4 vulnérabilités découvertes simultanément par James Forshaw du Project Zero, dans les drivers Cloudfilter et Windows Overlay Filter. Il s'agissait d'une élévation de privilèges local dans les sous-systèmes des placeholders, et le détail technique exact du patch d'origine n'a pas été publié par Microsoft selon les standards habituels de l'éditeur. Mais la référence à cette CVE par Chaotic Eclipse implique donc qu'il soit comparé à un binaire CLD-FTL.6 antérieur au patch avec la version actuelle, soit qu'il a identifié une variante de la classe d'origine encore exploitable. Ça fait partie du contexte. Le troisième point que je voulais vous parler, c'était la régression silencieuse ou une variante non couverte. L'allégation centrale de Chaotic Eclipse, c'est que le patch 2020 17103 serait simplement pas présent du tout. C'est assez extraordinaire quand même. Sans aucune confirmation binaire indépendante, on a 2 lectures techniques qui sont possibles. Donc il va falloir les hiérarchiser par parcimonie. La première hypothèse, c'est une variante non couverte de la classe d'origine. C'est l'hypothèse la plus probable a priori. Le chercheur aurait identifié un code path adjacent à celui de la patch en décembre 2020. Le patch original resterait présent et fonctionnel sur sa portée d'origine, mais ne couvrirait pas la variante exploitée par Mini Plasma. C'est exactement le pattern observé en mars 2024 par Exodus Intelligence sur la CVE 2020 17136. La validation des caractères / et 2 points dans les paths de placeholder, introduite par le patch de 2020, était contournable par une race to et le patch n'était pas absent, il était insuffisant. Cette lecture est renforcée par le ton du message de Chaotic Eclipse. La phrase « I didn't even think CLDFT.6 had that vulnerability » suggère que le searcher a trouvé son bug en regardant le code par hasard, plutôt que par une analyse dirigée du patch CVE 2020 17103. Ça arrive, le petit coup de chance. La formulation interrogative « just not present at all » avec le point d'interrogation peut être lue comme une exclamation rhétorique exprimant la surprise plutôt qu'une information latérale. La deuxième hypothèse, ça serait la régression silencieuse du patch. C'est plus rare en pratique, mais c'est documenté dans l'histoire récente de Windows. L'hypothèse d'une régression effective du patch ne peut être écartée. Microsoft a refactoré le CLD FLT.6 à plusieurs reprises depuis 2020, une intégration de nouvelles API Cloudfilter, ajout de la prise en charge des files on demande V2,
alignement avec le CLD Sync.6 sur certaines branches, et chaque refactoring est un point de risque pour la durabilité des patchs anciens. Mais si l'hypothèse 2 se vérifie, l'exposition courrait potentiellement sur plusieurs versions de Windows. Les conséquences seraient significatives. Attention, je dis seraient significatives, je vais être très clair. Premièrement, le narratif de Chaotic Eclipse sur les défaillances du silent patching trouverait dans ce cas une validation post-hoc particulièrement forte. Deuxièmement, la question de la pérennité des correctifs anciens dans un système d'exploitation aussi vaste et fréquemment renforcé que Windows deviendrait un sujet de doctrine pour nous, équipe de réponse à incident, que ce soit vous soyez pour un CERT, un RSSI, un SOC ou un VOC, et ça irait au-delà du seul cas de CLD FLT.6. On serait vraiment dans la misère. Mais trancher entre les deux hypothèses exige un diff binaire avec une version vulnérable de CLD FLT.6 antérieure au patch 2020, une version de Windows 10 ou 11 où le patch a été appliqué, et la version actuelle de Windows 11 et Windows Server 2005 testée par Chaotic Eclipse. Alors ce travail il est tout à fait réalisable par des chercheurs disposant des outils standards de reverse engineering sous Windows, que ce soit un IDEA Pro, un Ghidra ou un BinDiff. Il est probable que les premiers résultats soient publiés dans le 48 à 72 heures après l'enregistrement de cet épisode, suivant la diffusion du POC dans les lignes de reproduction de Yellowkey. Mais j'ai une troisième lecture, à mon sens, qui est beaucoup plus subtile. Cette troisième hypothèse, intermédiaire, mérite d'être mentionnée. Microsoft pourrait avoir corrigé la CVE 2020-17103 sur une branche du code, par exemple Windows 10, sans propager le correctif sur les branches plus récentes après un refactoring. C'est une situation hybride, c'est pas une absence totale du patch, c'est ni la présence cohérente sur toutes les versions, elle est plausible par un sous-système qui a divergé entre branches. Elle expliquerait potentiellement pourquoi le chercheur peut affirmer que le patch n'est pas présent sur Windows 11 et Windows Server 2025 spécifiquement, sans que cela exclue sa présence ailleurs. Alors Mini-Plasma, ça s'inscrit dans une séquence de divulgation dont le rythme s'accélère depuis avril 2026. Le chercheur Chaotic Eclipse a annoncé une nouvelle publication pour le Patch Tuesday de juin 2026, et Mini-Plasma arrive 3 jours après Yellowkey et Green Plasma. Sans correspondre à cette annonce de juin, on est toujours quand même que mi-mai, ce qui signifie soit que l'agenda annoncé tient toujours avec un autre expo en réserve, soit que le chercheur ajuste son calendrier. Si je reprends un petit peu un récap de ce qu'il a fait, le 2 avril 2026, il a lancé Blue Hammer. C'était la CVE 2026 33825, coordonnées, exploité in the wild. Le 15 avril, il a fait Red Sun, silent patching de la part de l'éditeur, dénoncé par le chercheur. On continue. Undefined qui suit dans la foulée, il n'y a pas eu de coordonnées. Et puis le 12 mai et le 15 mai, nous avons Yellowkey et Green Plasma, non coordonnées, POC public. Et hier, on a ce fameux Mini Plasma qui est toujours non coordonné avec un POC public. Et le motif déclaré du chercheur, c'est exposé dans plusieurs publications, toutes signées en PGP sur son blog, Dead Eclipse 666, ça reste hyper constant. On voit qu'il est un peu énervé, mais il n'y a pas le côté rage. Il appuie tous ses dires. Il dénonce la pratique du silent patching attribué à Microsoft, la correction discrète, pour ne pas dire en loose day, de vulnérabilité sans attribution de CVE, aucune publication d'advisory, sans rétribution du chercheur signalant. Ça, je peux le comprendre, vu les prix qu'il y a eu actuellement à Berlin, il a perdu un peu de pognon, le garçon. Mais surtout, c'est la stratégie de réponse choisie par Chaotic Eclipse, qui est la divulgation publique non coordonnée, calibrée sur le rythme du Patch Tuesday pour maximiser à la fois la visibilité de la critique ou le coût personnel imposé à l'éditeur. Quelle que soit l'évaluation morale qu'on porte sur cette stratégie, son efficacité opérationnelle est désormais documentée. Chaque divulgation impose à Microsoft une mobilisation interne, à la communauté des chercheurs un travail de reproduction et aux équipes CERT et CSERT une analyse d'exposition. Le coût agrégé pour l'écosystème est significatif et la trajectoire des divulgations passées, que ce soit Yellowkey qui a été reproduit en 24 heures, Green Plasma confirmé fonctionnel sur Windows Server 2026, suggère que Mini Plasma serait traité de la même manière par les équipes de reverse engineering indépendantes dans les heures à venir. Je confirme, j'ai passé un peu d'heures sur le sujet. Alors on va faire vraiment sous réserve de confirmation indépendante du POC, le périmètre d'exposition de Mini Plasma serait par construction du sous-système ciblé particulièrement large. Le driver CLD FTL.6 est chargé par défaut sur l'ensemble des installations Windows depuis Windows 10 version 1809 et sa présence ne dépend pas de la présence effective de OneDrive sur le poste. Le driver est embarqué dans le système d'exploitation et activé via la pile de filter driver du système de fichiers.
Les tests rapportés par Chaotic Eclipse portent sur Windows 11, toute version vraisemblablement à confirmer, et Windows Server 2025. Alors l'extrapolation aux autres versions modernes du système d'exploitation est immédiate en l'absence d'indications contraires. Là, je trouve que c'est un petit peu, optimiste dans cette version. Parce que j'ai beau avoir travaillé sur les différentes versions qu'ils proposent, etc., on n'a pas des niveaux de détail que ça. Ça m'a un peu frustré, je ne vous le cache pas. Et les environnements opérationnels présentant une exposition particulièrement marquée sont les mêmes que pour les LPE Windows précédentes, hébergeurs et fournisseurs de bureaux virtuels, les fameux VDI, accueillant plusieurs utilisateurs sur la même machine ou la même image, poste utilisateur sur lequel une compromission applicative préalable fournit un accès local, des serveurs RDS multi-utilisateurs, des runners CI Windows exécutant du code tiers. Tous les chemins d'attaque aboutissent à l'exécution de code local par un utilisateur non privilégié, y compris via une vulnérabilité applicative comme la CVE 2026 40361 dans le www.lib.dll, couverte sur le blog, si j'ai fait un article sur mon blog, et qui par ailleurs peut être chaîné avec Miniplasma pour aboutir à un shell system. En un mot, ça veut dire que vous ouvrez un message à Outlook, vous ne faites rien, vous avez juste un message à Outlook, vous avez la www.lib.dll qui a été compromise, et on va faire du chaînage de vulnérabilité. L'élément que j'ai trouvé aggravant, ça tient à l'historique récent du driver. La CVE 2025 62221, patchée en décembre 2025, a été exploitée in the wild avant la publication du correctif. C'est une exploitation qui a été documentée par le Microsoft Threat Intelligence Center sans publication d'indicateurs de compromission détaillés. Bref, en un mot, on n'avait aucun IOC. Et ça a rendu particulièrement difficile la détection pour des équipes de défense. C'est sympa de nous mettre une CVE, nous dire comment ça fonctionne, mais sans IOC, c'est un peu plus compliqué. Et si Miniplasma confirme cette seconde exposition non corrigée du même driver en 5 mois, la question de la fiabilité du sous-système Cloudfile pour les environnements à risque deviendrait structurelle. Alors, en l'absence de correctif éditeur, et compte tenu de l'incertitude sur la nature exacte du défaut, il faut voir qu'on pour le moment on n'a pas de preuve, il y a juste la personne qui l'a dit. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est des mitigations qui sont essentiellement compensatoires. Ça ne va pas résoudre tout le problème, mais on va quand même arriver à s'en sortir un petit peu. Déjà, c'est la désactivation conditionnelle du driver Cloudfile. Pour les hôtes ne nécessitant pas la fonctionnalité File on Demand, les serveurs sans usage cloud, les postes administrateurs, les environnements VDI standardisés, la désactivation du service CLD-FLT peut être envisagée. Alors la commande, elle est hyper simple. C'est sc.exe, espace, config, CLD-FLT, espace, start égale, espace, disable. On devrait y arriver. L'impact fonctionnel est à valider précisément avant le déploiement généralisé dans vos organisations, mais cette désactivation va casser la synchronisation OneDrive en mode File on Demand. Les fonctions équivalentes de SharePoint et certains workflows tiers qui s'appuient sur l'API Cloudfilter de Windows. Et pour les flottes utilisant intensivement OneDrive, cette mitigation n'est pas applicable. C'est juste un truc, c'est un cache-misère. Et pour les environnements serveurs sans usage cloud, elle réduit immédiatement la surface d'attaque à 0 pour cette classe de vulnérabilité. Faites des tests, vous avez des risques forts de régression. Alors, indépendamment du mécanisme exact exploité par Miniplasma, on a des exploitations connues du driver depuis 2020. Elles transitent toutes par un nombre limité de codes d'IOCTL, et la surveillance via un EDR sur ces codes constitue une mesure de défense en profondeur. Les indicateurs comportementaux à privilégier incluent des appels à Device IO Control avec un code 0x903bc vers le device //./hsmfl /hsm provenant de processus utilisateurs non privilégiés. Ce sont des séquences de create file sur les repairs point de tag IO Repairs Tag Cloud pour des processus inhabituels. Il y a des créations de DLL dans C2.Windows System 32 ou C2.Windows 6 WOW64 par des processus non système, en particulier la DLL RAS mxs.dll, identifiée dans les exploitations des CVE 2025 55680 et la FE API.dll dans les variantes documentées. Alors c'est un hardening plus général et des défenses en profondeur qu'il faut mettre en œuvre. Les règles ASR de Microsoft Defender for Endpoint qui bloquent la création de processus enfants par les applications Office, l'injection de code dans d'autres processus et la création de contenu exécutable par les applications Office restent pertinentes pour limiter les chaînes d'attaque aboutissant à Miniplasma. Pour les environnements à risque, les VDI, les serveurs RDS, les hébergeurs mutualisés,
L'application stricte du principe du moindre privilège sur les comptes utilisateurs réduit la valeur d'une élévation locale à système, mais ne va pas la prévenir. C'est vraiment du cache-misère, quoi. C'est ce que j'appelle, tu prends de l'aspirine alors que t'es en phase terminale, quoi. T'es au bout du rouleau, quoi. Mais t'auras plus mal à la tête. Alors, il y a une anticipation à prévoir, c'est sur le prochain Patch Tuesday. Microsoft a fortement réduit la fenêtre standard entre la publication d'un POC public et la publication d'un correctif pour les vulnérabilités noyaux exploitables. Un exemple, la CVE 2025-62221 avait été corrigée dans le Patch Tuesday du mois suivant sa découverte, In the Wild. Et Miniplasma étant publié le 15 mai 2026, soit 3 jours après le Patch Tuesday de mai, le correctif est à anticiper pour le Patch Tuesday de juin 2026. On serait sur le 10 juin 2026. Les entreprises doivent intégrer cette échéance dans leur planification de maintenance en tenant compte que la divulgation annoncée par Chaotic Eclipse pour ce même Patch Tuesday de juin pourrait introduire des contraintes supplémentaires. Ce que j'ai retenu, c'est 3 enseignements qui émergent de cette divulgation. On l'a à des degrés divers selon que les hypothèses techniques se confirment. Le premier enseignement, indépendamment de la nature exacte du défaut de Miniplasma, c'est l'épuisement progressif du modèle de communication de Microsoft sur les vulnérabilités. La répétition des divulgations de Chaotic Eclipse, l'exploitation in the wild documentée de la CVE 2025-62221 avant le patch, et la cadence des découvertes sur CLD-FLT.6 en moins de 2 ans, ça dessine un tableau dans lequel la pratique du silent patching, le manque de détails techniques dans les advisories de MSRC et l'absence d'IOC publiée pour les vulnérabilités exploitées in the wild créent un véritable déficit d'information opérationnel pour nous, équipes de défense. Quelle que soit la qualité du travail technique interne à Microsoft, ce déficit alimente la dynamique adversariale à documenter par Chaotic Eclipse. La cybersécurité par l'obscurantisme n'a jamais fonctionné. Je sais pas ce qu'ils ont raté Microsoft à ce niveau-là. Mais le deuxième enseignement, conditionnel de cette hypothèse, de la régression silencieuse, est la fragilité de l'hypothèse implicite selon laquelle un correctif publié reste effectif dans le temps. C'est une hypothèse qui sous-tend toute la doctrine de la gestion des vulnérabilités classiques. Un patch appliqué signalé comme correctif dans un advisory est réputé clore une exposition. Bon, ça c'est le fantasme. Mais si Miniplasma démontre qu'un patch peut disparaître au fil des refactorings sans qu'aucune communication ne soit produite, qui va tester que tel CVE qui a été corrigé il y a 5 ans l'est toujours? Il n'y a pas grand monde qui fait ça. Et c'est là que ce sont des fondamentaux du suivi des vulnérabilités qui sont remis en cause. Alors, j'aime pas trop ce côté moralisateur, parce qu'aucune équipe de réponse incident comme dans les équipes de patch management ne peut dire je reprends les vulnérabilités d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et je les rejoue pour voir si mes systèmes sont toujours protégés. C'est compliqué quand même, hein. On est entre 40 et 50 000 vulnérabilités par an actuellement, ça va en faire du boulot. Bon, d'un autre côté, ça peut aider, il paraît que le chômage remonte. Mais bon, au sens de cet épisode, les RSSI et les responsables de programmes de gestion des vulnérabilités vont devoir envisager une approche par vérification continue plutôt que par une confiance aveugle dans l'historique du patching. Mais le troisième enseignement, il est structurel comme la fragilité de ce composant, le CLD FLT.6, en tant que sous-système. 4 CV en 18 mois, dont une 0D exploitée in the wild, dont une bypass d'un patch ancien, et désormais une 5e allégation toujours dans le même driver. Le composant a manifestement une surface d'attaque que les chercheurs continuent de dépiler avec succès, mais pour les RSSI, exploiter massivement OneDrive et SharePoint en environnement d'entreprise, la question de la durabilité du couple OneDrive-CloudFile et la posture de sécurité est posée en termes nouveaux. J'aurais bien voir le RSSI qui va oser dire on n'utilise plus SharePoint ni OneDrive. Pour des environnements Office 365, ça va être assez intéressant. Et pour tous les environnements à risque, la désactivation préventive du driver lorsque c'est fonctionnellement possible devient une option, mais assez dure à exprimer quand même. Mais elle doit être considérée sérieusement sans attendre l'occurrence d'un nouvel incident. Une mise à jour de cette analyse sera publiée à la confirmation indépendante du POC de Miniplasma et à la publication du diff technique entre la version vulnérable et le patch de la CVE 2020 17103 d'origine. La divulgation annoncée par Chaotic Eclipse pour le patch Tuesday de juin 2026 sera également couverte aussi bien sur le podcast que sur mon blog. Et je vous invite vraiment à intégrer Miniplasma dans vos scénarios de threat hunting en attendant ces clarifications. Voilà, c'est un épisode qui était un peu long, mais ça m'a semblé tellement lunaire ce côté entre le silent patch et ce qui sort actuellement. Puis le gars il commence à avoir le bon niveau, quoi. Et il ne faut pas oublier, pour beaucoup de gens, on pense que c'est un ancien salarié de Microsoft qui avait accès au code source.
Et voilà, ce 647e épisode de Radio Cesseur se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Je vous souhaite un excellent samedi. D'ici là, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous souhaite une très belle soirée. Il est 21h12. Il faut que j'aille faire à manger ça, sinon je vais me faire tuer. Je vous embrasse très fort. Et puis à tout à l'heure, j'en ai encore. Hein. C'est pour ça, demain on fera un peu de flash info. Et puis j'ai oublié de parler du Patch Tuesday de ce mois-ci. Ah, mois de mai, Patch Tuesday. Inacceptable. Mais qu'est-ce que fait actuellement ce podcast? Ça devient vraiment de la folie.